Madame, Monsieur, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'entretien sur Héritage Télévision. Entretien, c'est cette tranche qui passe en revue les grands faits d'actualité au niveau national, au niveau provincial et pourquoi pas au niveau international. Et Entretien a l'habitude de recevoir une seule personne ressource à plateau et en tête à tête, on échange autour de toutes ces questions importantes sur l'évolution de la nation. Et aujourd'hui, nous avons l'immense bonheur de recevoir sur ce plateau M. Jesse Numbi, une figure politique, un analyste qui n'est plus à présenter. Monsieur Jesse, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Magloire. C'est un plaisir de se retrouver encore sur ce plateau. Un grand plaisir pour nous, surtout pour les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à être branchés sur ce programme d'analyse. Alors, de manière générale, comment va votre pays, la République démocratique du Congo, à l'heure qu'il est? La République démocratique du Congo, je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs et présenter mes voeux les meilleurs pour cette année 2026. La République démocratique du Congo ne va pas bien. La République démocratique du Congo est malade. Socialement, ça ne va pas. Il y a la guerre, il y a la situation économique qui n'est pas encore stable, la situation politique, elle est chaotique. Donc, la République ne va pas bien. Alors, la République ne va pas bien, il y a la guerre de l'Est, mais il y a aussi des efforts qui sont fournis par le chef de l'État ainsi que tous ses collaborateurs. Nous ne manquerons pas de citer Washington, Doha, etc., etc. Mais selon vous, ces processus peuvent bien aboutir ou alors il faut carrément se préparer et se battre sur le terrain avec l'ennemi? Alors, je dois dire que je reste optimiste. Je reste optimiste pour mon pays. Vous savez très bien que j'ai toujours aimé, j'ai toujours été positif avec le Congo, notre Congo. Je pense que ça va marcher, mais il ne faudrait pas utiliser un seul pilier. Il faudrait utiliser tous les leviers. Le levier militaire est un levier très important, mais je ne suis pas un vote en guerre. Mais néanmoins, j'estime que la souveraineté d'un État doit se défendre. Et pour cela, à n'importe quel prix, jusqu'au prix suprême. Donc, je pense que nous devons continuer à reformer notre armée. Ça fait déjà plus de 15 ans pratiquement qu'on a lancé la réforme de nos forces de l'ordre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des avancées. J'ai vu la loi de programmation, j'ai vu tout ce travail pour la professionnalisation de notre armée et de nos corps d'armes demande vraiment que nous puissions y aller et nous y atteler sérieusement. Mais Doha, Washington, Luanda, Nairobi, ainsi de suite, je pense qu'on ne peut pas aussi lâcher du lest de ce côté-là. On doit continuer à faire de la diplomatie. Vous avez parlé des avancées. Je pense que je ne veux pas être trop négatif ou trop négativiste. Je pense qu'il y a lieu de saluer des efforts parce que déjà le fait d'avoir eu un cessez-le-feu au niveau de Uvira et de quitter Uvira, c'est déjà des efforts parce qu'il y a des vies humaines qui sont protégées. Je suis chrétien, je me dis, toute vie humaine que l'on peut sauver, que l'on peut protéger, je pense que c'est à saluer. Donc, il y a des efforts et nous prions qu'on puisse aller plus loin. Mais il y a encore beaucoup à faire. On ne doit pas laisser seulement un seul levier. On doit y aller sur tous les leviers. Alors, M. Jesse Numbi, aujourd'hui, la grande actualité, c'est aussi le dialogue. Le dialogue prôné par tout le monde, mais du côté majorité présidentielle, notamment le président Tshisekedi, pour lui, le dialogue, oui, mais sur le sol congolais. Et puis, il pose autant de conditions, notamment les personnages qui doivent y prendre part. Alors que nous savons qu'il y a l'ancien président de la République qui est en exil aujourd'hui, autant de politiciens, Moïse Katumbi, Matata Pognoset, Kikouni, pour ne citer que cela. Quel est le format, selon vous, pour ce dialogue? Un dialogue au Congo, avec qui comme médiateur, ou alors on va à l'étranger? Comment vous entrevoyez cette grande question d'actualité, M. Jesse Numbi? Merci beaucoup, Magloire. Vous savez, moi, ce qui me plaît le plus, c'est que déjà, on dit dialogue oui. Parce que quand nous étions en train de défendre sur les plateaux pour évoquer la question du dialogue, certains pensaient que c'était seulement une question politique. Vous savez, il y a des questions que nous ne devons pas prendre à la légère et les analyser comme des politiciens. Ce sont des questions qui concernent la nation et nous devons le faire avec responsabilité. Et moi, sans me présenter comme un politique, je viens d'abord comme un citoyen congolais. Comme citoyen congolais, je pense que ce qui est plus important, c'est d'abord la nation. Nous devons sauver le pays, nous devons
conserver l'intégrité de notre pays. Et pour ça, je me rappelle de Mobutu qui disait je signerai des pactes, même avec le diable, pour sauver l'unité. Alors, si on est prêt à aller signer avec le diable, pourquoi pas avec d'autres Congolais? Donc, j'estime qu'il faut un dialogue. Alors, où est-ce que ça va se passer? Au pays ou à l'extérieur? Moi, personnellement, je suis tenté de le faire au pays. Pourquoi? Parce que je me rappelle toujours de l'héritage de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, qui disait que l'histoire du Congo s'écrira à partir de Kinshasa et non pas à partir de l'étranger, de Bruxelles ou ailleurs. Je préfère que l'on choisisse une ville du Congo, Kisangani par exemple. Kisangani par exemple. Pourquoi je choisis Kisangani? C'est quand même une ville martyre. C'est une ville qui a connu beaucoup de problèmes dans toute l'histoire. C'est quand même une ville très emblématique dans notre pays. Vous vous rappellerez de l'histoire de Lumumba, vous vous rappellerez de Gizenga et les autres. Donc on peut choisir par exemple Kisangani pour abriter ces assises. Mais il faudrait qu'il y ait plutôt des concessions de part et d'autre. Mais pour moi, je ne suis pas trop inquiété par les positions de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que c'est de la politique. Ça a toujours été ainsi, chacun met les enchères. Ce sont des enchères. Vous verrez qu'ils vont finir par arrondir les angles. Ça commence comme ça, chacun met ses enchères. Vous allez suivre de l'autre côté, ils vont donner, quand on va demander à l'AFC de donner son avis, ils vont dire non, nous on fait un dialogue mais sans Tshisekedi. Ce sont des enchères. Alors que le président Tshisekedi voilà, ils ne peuvent pas. Aussi un dialogue sans l'AFC. Tout à fait, sans l'AFC, sans les autres. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas exclure. Il faut un accord inclusif. Et un dialogue inclusif. Et mon avis est que nous ne pouvons pas, et cela est inconcevable, imaginer un dialogue sans ceux qui sont des acteurs réels de cette crise que nous avons aujourd'hui. Sinon, alors, qu'est-ce que nous voulons résoudre? Sinon, alors, nous continuons avec des pourparlers, plutôt des consultations de Eberhard, par exemple. Ça, c'était des consultations qui n'ont rien produit. C'est resté une lettre morte. Voilà, qui n'ont rien produit. C'est comme les consultations que Joseph Kabila peut aussi faire, ou a fait, à Goma. Il est libre de le faire, tu sais qu'il l'a fait. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Que l'on mette de l'eau dans nos vins, pour qu'ensemble, nous puissions... Nous savons tous que cette situation que nous avons, il y a des responsables de cette situation. Et ces responsables, ils sont connus, ils doivent arrêter de nous faire tourner en bourrique, et ils doivent s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions. Nous ne devons pas être pris en otage par un groupe d'individus, par un groupe de politiciens. Que ce soit l'AFC, que ce soit le pouvoir de Kinshasa, ils doivent arrêter de nous tourner en bourrique. Vous devez vous mettre autour d'une table, vous devez trouver des solutions, si ça doit se faire à Kinshasa, je ne vois pas pourquoi on va refuser. Je ne pense pas qu'on le fasse à Kinshasa et que Joseph Kabila arrive à Kinshasa qu'on l'arrête. Je ne pense pas. Il y aura toujours une loi d'amnistie avant, il y a des préalables. Il y a des préalables. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait déjà lancer le dialogue. Parce que le dialogue, ce n'est pas seulement le jour qu'on va être dans une même salle, mais il faudrait que les bases de ce dialogue soient déjà posées. Par exemple, qui seront les médiateurs ou les modérateurs? L'arbitre. Alors, ces facilitateurs-là peuvent déjà commencer maintenant, rencontrer les uns et les autres. Consultation. Voyez-vous, nous avions suivi les prélats catholiques et les CC lancer leur propos, l'initiative d'un dialogue, d'un pacte social, comme ils ont appelé. On peut toujours voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Le président de la République a exigé que ça ne soit pas seulement ces deux confessions, que les autres 6 autres confessions soient intégrées. Je pense que c'est déjà un bon départ. On peut intégrer les autres confessions et on part déjà maintenant dans les différentes consultations. On les rencontre et puis on trouve une formule. Moi, je pense qu'à Kinshasa ou ailleurs, mais je préfère au pays. D'accord. Alors, M. Djessenoubi, est-ce que la position dans laquelle se trouve le président Tshisekedi ainsi que son gouvernement, on sait tous qu'une bonne partie orientale de notre pays est sous contrôle. Est-ce qu'il y va en position de force ou il est affaibli par ces territoires occupés? Je pense que c'est un peu kiff-kiff, si je puis dire ainsi. Effectivement, il y a une difficulté parce qu'il y a des territoires conquis. Il y a des territoires qui sont déjà occupés, ça c'est déjà un problème. Mais sur le plan diplomatique en international, il a quand même regardé un tout petit peu sa position par rapport aux États-Unis, par rapport à certains pays d'Europe, comme la Belgique, qui sont des pays qui sont quand même, qui ont
un grand rôle à jouer dans la politique, qui ont toujours un grand rôle à jouer dans la politique internationale de la RDC, je pense qu'à ce niveau-là, ça s'équilibre un tout petit peu. Alors, c'est là que moi j'estime que l'on doit arrêter de se gonfler la poitrine pour rien. Les uns et les autres, vous avez des pas avancés, vous avez aussi des points faibles. Alors, au lieu de continuer à mettre la vie des Congolais en difficulté, parlons-nous, trouvons des solutions et avançons. Parce que de toute façon, tout ce que nous recherchons, c'est le Congo. Si le Congo n'existe plus, je ne pense pas que nous puissions, encore une fois, continuer à gérer. On ne gère que sur des humains, on gère sur un pays, on gère sur une nation constituée d'individus. S'il n'y a plus d'hommes, je ne vois pas sur qui Félix Tshisekedi va dominer, va régner. Et puisque vous parlez des hommes, on constate de plus en plus qu'il y a des défections autour du président de la République, il y a des frustrés. Récemment, on a suivi une descente de M. Ibalanki vers Goma, lui qui était un proche collaborateur du président Tshisekedi, pour ne pas citer Denis Dussocho, qui était aussi parmi les grands chantres du pouvoir. Et de plus en plus, on constate que le président Tshisekedi perd les hommes. Est-ce qu'il y a-t-il un problème dans l'entourage du chef de l'État en rapport avec la gestion de ces ressources humaines qui pourtant au début constituaient pour le chef de l'État un grand atout pour la gestion de la nation? Bon, il faut dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il y a toutes ces questions de défection, hein, ça a commencé depuis quelque temps, mais la politique congolaise, malheureusement, elle nous déçoit un tout petit peu parce que défection, adhésion ne sont pas basées sur des idéaux plus responsables. C'est beaucoup plus par rapport aux intérêts. Quand je suis les propos de Ibalanki, personnellement, ça me gêne un tout petit peu parce que on ne peut pas quitter seulement parce qu'on ne mange plus. Voyez-vous, alors qu'on a déjà mangé. Alors... Et puis, ça signifie quoi cette histoire de manger? Il faudrait que les politiciens congolais arrêtent de se moquer de nous. Déjà, on doit arrêter avec un langage du genre, c'est le gâteau. On va partager le gâteau. Non, mais c'est pas un gâteau. C'est un patrimoine national pour tout C'est un patrimoine pour nous tous. Nous sommes plus de 100 millions des Congolais. Ça nous appartient à nous tous. C'est pas une affaire d'un groupe d'individus qui vont se partager le pouvoir. Voyez-vous? Donc, même s'il y a discussion autour des responsabilités, moi, je préfère parler en termes de responsabilité plutôt qu'en termes des avantages ou des intérêts. Les gens calculent plus les intérêts, ils bouffaient, et puis ils ne bouffent plus, ils s'en vont de l'autre côté. Deuxièmement, ces mouvements, est-ce qu'ils sont solides? Moi je me demande, si demain il y a dialogue et que, voilà, on décidait de prolonger le mandat de Félix Tshisekedi, est-ce que nous n'aurons pas d'autres personnes qui étaient avec Nanga qui risquent de revenir, dire de l'autre côté on ne m'a rien donné, moi je reviens chez Félix Tshisekedi s'il peut m'offrir un petit truc comme ça. Je pense que c'est quand même un problème que nous avons dans ce pays avec la classe politique, que certains appellent la crasse politique, qui n'a pas d'idéal. On a vu des gens qui bougent, on appelle ça dynamisme ou la politique dynamique de la RDC. Malheureusement, ce dynamisme-là est vraiment une irresponsabilité notoire. Mais par ailleurs, il faut aussi noter un élément, c'est que le président doit faire attention avec son personnel. On ne doit pas lâcher les gens n'importe comment. Ça, c'est quand même dangereux. Ibalanki a quand même géré la sécurité dans ce pays. Des questions très sensibles. Il était dans le secret. Voyez-vous, c'est quand même très dangereux de perdre des gens comme ça. Vous pensez qu'il a franchi le Rubicon ou il va encore revenir? Ben, il maintenant l'électron libre ou il a encore la confiance du chef de l'État? Non, là je ne sais pas, mais vous savez, en politique tout est possible. Hein. Moi je me dis, il ne faudrait pas être dupe. Il peut avoir été là parce que c'est un cheval de Troie hein, qu'on utilise pour percer la muraille AFC. Tout est possible en politique. Du Sochoa ou Ibalanki ou même les autres, voyez-vous. Donc c'est de la politique, c'est un peu le deal des cons. Hein. C'est le plus con qui subit. Alors, M. Djesenoumbi, on file vers la moitié du second mandat du chef de l'État. Vu le paysage politique, économique et sécuritaire actuel, croyez-vous à la tenue des élections selon la Constitution, ça veut dire en 2028, ou carrément après le dialogue, on peut envisager ou être forcé à faire un glissement, c'est-à-dire organiser les élections au-delà de 2028, hein, selon votre analyse? Vous savez, un État responsable, un État normal, avec des hommes normaux,
ils doivent apprendre à respecter leurs propres engagements. Nous avons un pacte social dans ce pays. Nous avons décidé qu'il y ait des élections après 5 ans. Je pense que le président Félix Tshisekedi a une chance de faire, comme son prédécesseur, une passation de pouvoir. Il doit s'arranger pour nous organiser les élections. On a encore du temps. En tout cas, je ne pense pas que l'on manque des moyens. Les moyens, il y en a, parce que le budget, vous savez très bien avec moi que le budget a doublé. Donc, si on peut avoir un budget de 16 milliards, c'est qu'il est possible que nous puissions défalquer 1,5 milliard et organiser de bonnes élections. Donc là n'est pas le problème. Mais la question maintenant, c'est la volonté. Et moi, j'appelle le chef de l'État, s'il aime ce pays, comme il l'a toujours dit, et moi je pense que tous les Congolais ont cet esprit patriotique, pour l'amour de la République démocratique du Congo, organiser les élections et partez. Voyez-vous, c'est ça aussi les éléments ou les piliers qui vont consolider la paix. C'est la capacité de laisser le pouvoir et de respecter nos engagements. C'est une grandeur. Et moi, je pense que si nous avons demain Félix Tshisekedi qui laisse le pouvoir, nous devons effectivement le protéger, il sortir grand, et nous aurons 2 sénateurs à vie. Voilà, nous allons continuer. Et là, le pays sera sur... Mais déjà, il y a des voix qui se lèvent dans le camp présidentiel. Il y en a qui disent que le chef de l'État a eu une mission. Et bon, vous savez, ce sont des flatteurs. C'est du déjà connu ici. Chikata, on a connu ça il y a quelques années. Quand Joseph Kabila a décidé de partir, ce sont les mêmes qui ont encore applaudi Joseph Kabila pour dire, voilà, un homme, patati patata. Mais c'est ceux-là qui chantaient Kabila Désir, c'est ceux-là qui chantaient Chikata, c'est ceux-là qui ne voulaient pas qu'il parte. Voyez-vous, moi je pense que le président a la responsabilité devant l'histoire. Il ne faut pas suivre tous ces gens, ces flatteurs qui sont autour de nous. D'ailleurs, c'est un peu irrespectueux vis-à-vis de nos chefs. Vous prenez le chef comme un renard ou comme un corbeau. Vous êtes là comme des renards. Et vous êtes en train de chanter. Et le chef africain. Et le chef, non, mais effectivement, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Ils doivent être des vrais chefs. Nous, on a connu dans l'histoire, quand nous lisons notre histoire, des vrais chefs qui n'avaient pas besoin de flatteurs. Ils avaient juste besoin d'écouter les ancêtres, d'écouter les esprits et d'agir selon le bien de la nation. Pas des gens qui viennent chanter pour vous et vous changer le matin, le midi, soir. Ce sont ces flatteurs qui induisent beaucoup de présidents en Afrique en erreur. Et moi, je souhaite que le président Félix Tshisekedi puisse faire exception. Alors, M. Djessi-Numbi, avant de revenir en province, ici dans le Haut-Katanga, on va un tout petit peu évaluer le gouvernement souminois. D'abord, c'était souminois 1, et ensuite, c'est souminois 2. À l'heure qu'il est, comment on peut évaluer les actions de souminois, économiquement parlant, socialement parlant, sécuritairement parlant? Est-ce qu'on peut encore continuer à faire confiance à cette dame qui est la première ministre de ce pays, ou carrément on peut envisager d'autres pistes, notamment avoir un autre Premier ministre et reconstituer un autre gouvernement, notamment après le dialogue? À mon avis, le gouvernement souminois, pour moi, n'est pas encore à son top niveau. En tout cas, ils n'ont pas donné le meilleur que nous pouvions attendre. Parce que sur le plan social, on a toujours des problèmes. Les mêmes problèmes perdurent. Les impayements ou les retards de paiement des fonctionnaires, les retards de paiement de la dette intérieure, tous ces problèmes-là perdurent. Seulement, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est en train de jouer avec la politique de make-up. On essaie de colorer ou de faire certaines histoires qui paraissent efficace, et puis on prétend que ça marche très bien. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, sur le plan infrastructurel, on présente beaucoup d'infrastructures, c'est à saluer, nous félicitons. Mais le gouvernement n'est pas là pour faire des infrastructures, le gouvernement c'est pour diriger toute une politique. Donc moi je ne comprends pas que l'on puisse limiter les mandats de nos dirigeants, que ce soit les ministres ou les gouverneurs, seulement en disant il a construit un bâtiment, il a construit ceci, non, mais le gouvernement c'est une politique, et la politique c'est pas que des infrastructures, c'est par exemple quelle est la politique d'emploi que l'on nous a lancée et quel est le taux aujourd'hui, parce que nous avons encore des difficultés des statistiques, que l'on nous dise combien d'emplois on a créé et qu'est-ce qu'il nous faut pour demain. Au contraire, nous avons l'impression que l'on tourne en rond, on essaie de faire ce que j'ai appelé du make-up,
pour essayer de tromper le peuple. C'est des trompe-l'œil. C'est des trompe-l'œil. Mais il y a quand même, sur le plan infrastructurel, comme je vous ai dit, il y a des actions qui sont menées. Mais lorsqu'on doit les évaluer par rapport à notre budget et par rapport aux besoins, c'est là que l'on constate que c'est une goutte d'eau dans un océan. C'est pas grand, c'est pas important. Voilà, de retour ici en province, on est de Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga, et on sait que depuis plusieurs mois maintenant, je crois, on peut frôler on va vers une année que le gouverneur Jacques Kiaboula est à Kinshasa, où il a été rappelé, pour ce que tout le monde connaît, c'est son vice qui fait l'intérim, justement. Comment évaluez-vous les actions de M. Martin Kazembe Choula, l'absence de son titulaire, et quelles sont les chances que vous accordez à Jacques Kiaboula de pouvoir retourner en province pour reprendre ses fonctions? Bon, déjà, au départ, vous dites qu'il a été rappelé pour ce que tout le monde connaît. Nous, on ne le connaît pas parce que jusque-là, officiellement, on ne nous a jamais dit s'il est mis en examen ou s'il est, il est libre, ou il est suspendu, ou il est accusé de quoi, on ne sait pas. Le tout est parti d'un rassemblement populaire où il aurait dit que la guerre de ce ne sont que des rumeurs parce que jamais on ne nous a présenté. Parce qu'en fait, si c'était ça, c'est qu'il est soupçonné d'atteinte à la sûreté ou à la sécurité nationale. Et s'il en est ainsi, il devait être traduit en justice. Mais ce n'est pas le cas. Il est toujours à Kinshasa, il est toujours là dans... je ne sais pas très bien, en consultation, comme on l'a dit. La consultation, ça dure quand même un peu plus. Bon. Mais il y a un intérimaire qui est en train de continuer le boulot. Est-ce que nous pouvons juger l'intérimaire? Moi, ça me paraît un peu difficile de juger l'intérimaire. Parce qu'en fait, l'intérimaire n'a pas une vision. Non, il est dans la vision de son prédécesseur. Je ne sais pas qui est-ce qu'on va féliciter si aujourd'hui Kazembe réalise des grandes choses ou s'il ne les réalise pas, qui est-ce qu'on va blâmer? Son titulaire ou si aujourd'hui l'Assemblée doit convoquer un gouverneur pour lui poser des questions sur la gestion, ça sera Kazembe ou ça sera Kiaboula? Je ne sais pas. C'est un peu un cas de figure très complexe que nous n'avons pas chez nous. C'est atypique. C'est atypique. Il y a un intérimaire qui va faire une année, ce qui n'est pas normal, qui est en train de prendre des décisions. Bon, en fait, moi, je ne sais pas faire... Est-ce que Kiaboula est encore gouverneur du Haut-Katanga, selon vous? Il est gouverneur du Haut-Katanga parce que Kazembe n'est que gouverneur Haï. Kiaboula est gouverneur et je suppose qu'il jouit de toutes les prérogatives comme tel. S'il ne l'était pas, il serait déjà rentré à Lubumbashi. S'il ne rentre pas, c'est parce qu'il est en consultation et il attend l'autorisation du gouvernement central pour rentrer. Ici, je voudrais quand même noter une chose, c'est qu'il faudrait que l'on renforce notre loi sur l'autonomie des provinces. Déjà, il y a beaucoup j'ai vu un ministre gronder un gouverneur en public. Un ministre national, oui. C'est scandaleux. Je ne sais pas si ce gouverneur, il sait ce qu'il est. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas comment un gouverneur peut se laisser traîner dans la boue comme ça, en public en plus. Voyez-vous, le ministre n'est pas le chef du gouverneur. Le gouverneur, c'est le représentant du chef de l'État en province. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, la province a une autonomie, a une personnalité juridique. C'est un pouvoir parallèle, c'est un pouvoir, ils ont des rapports de coordination et non pas des rapports hiérarchiques que le ministre devait donner un ordre au gouverneur. Non, c'est pas le cas. Donc il faudrait que l'on puisse revenir un peu au bon sens. Et même cette fameuse ce fameux article qu'on a changé en 2011 pour donner encore un peu plus de pouvoir à Kinshasa sur les gouverneurs, je pense qu'on devait y revenir. On devait y revenir et laisser les gouverneurs maîtres de leur fief. Et c'est ça qui fait que les gouverneurs deviennent comme des garçons de course. Quand ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Vous allez le voir, chaque jour, ils descendent sur Kinshasa. Chaque jour, il doit être avec les maîtres de Kinshasa par peur qu'ils ne soient pas déstabilisés. Je pense qu'on doit changer un peu beaucoup de choses à ce niveau-là. Et peut-être qu'à mon avis, il faudra même changer la Constitution pour renforcer le pouvoir des gouverneurs. Changer la Constitution, ça tape dans mes oreilles. Je sais par rapport aux sensibilités, notamment de glissement et tout ça, mais on peut toujours verrouiller à ce niveau-là. Mais est-ce que vous ne craignez pas le schéma ou le phénomène Mouyej qui était rappelé à Kinshasa, qui s'y est éternisé? Malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver. J'apprends que dans le Holomami, il y a encore un gouverneur qui est rappelé et qu'il ne s'est pas rentré. On a donné tous les pouvoirs maintenant à son vice-gouverneur qui est en train aussi d'agir.
presque dans le même schéma. Je ne sais pas très bien où on va avec ces méthodes-là. La Constitution est claire. Quand un gouverneur est mis en examen, si seulement vous estimez que le gouverneur a un problème, on le soumet à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale prononce une motion de déchéance ou de défiance, et dès qu'il est parti, on organise les élections dans les 60 jours qui suivent. C'est fini, on organise les élections au Katanga, on organise les élections au Lomami, et on avance. Pourquoi on ne veut pas les organiser? S'il y a un problème avec le gouverneur Kiaboula, qu'on organise les élections. Mais est-ce que pendant ce temps ici, le gouverneur intérimaire peut composer un nouveau gouvernement provincial ou Selon la loi, non. Selon la loi, non. Mais dans ce pays, il y a des rumeurs possible. dans ce sens-là. Dans ce pays, tout est possible. Parce que ça s'est passé ailleurs. Il y a des jurisprudences. Donc, il peut le faire. Alors, M. Jesse Numbi, avant de se séparer avec vous, on va un petit peu parler association socioculturelle où vous êtes très actif. Vous êtes secrétaire général, je pense, du Boulouba Ibukata. Est-ce qu'il y a un rôle prépondérant que ces associations doivent ou peuvent jouer pendant des moments cruciaux comme celui qui traverse la République démocratique du Congo? Actuellement, on parle de l'actualité de l'Est, on parle de tout ce qu'il y a comme enjeu, les négociations. Est-ce que les communautés que vous dirigez ont un rôle à jouer dans l'évolution de la nation? Alors, je suis plutôt vice-président de Boulouba Ibukata, vice-président national de Boulouba Ibukata. Je pense que les associations socioculturelles ont un très grand rôle à jouer. Déjà, de par leur promiscuité avec la population. Nous sommes très proches de la population, nous connaissons les problèmes de la population. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre espace, le Boulouba. Je voudrais saluer ici toutes les victimes des tueries qu'il y a eu à Bukama. Nous pensons que des fois l'on gère certaines questions avec beaucoup de dureté, sans tenir compte des réalités sociologiques et des réalités sociales de ces milieux. Et des fois, ça crée des tensions inutiles. Parce qu'on ne tient pas compte de la vie des associations socioculturelles. Nous sommes là, nous sommes des collaborateurs du gouvernement. Nous avons toujours alerté. Chaque fois qu'il y a des problèmes, nous avons alerté. Nous disons, attention, il y a un souci. Attention, il y a un danger. Attention. Mais des fois, les politiques sont arrogants. Ils oublient qu'ils appartiennent d'abord aux associations socioculturelles. On les accuse souvent d'être des associations tribales, carrément. Oui, elles sont tribales. Familiales. Oui, ce sont des associations tribales. C'est ça même notre vrai sens, notre vrai rôle. Nous sommes des tribaux. Nous sommes des associations tribales, mais non tribalistes. Nous sommes des associations qui organisent les tribus. Et toutes les nations ou toutes nos tribus ont existé comme telles, comme des tribus, mais toujours en rapport ou avec de bonnes relations avec leurs voisins. Et comment ils ont exercé ou comment ils ont vécu dans ces relations, c'est là qu'il faut rentrer dans nos us et coutumes. C'est là qu'il faut questionner les associations socioculturelles. C'est là qu'il faut revenir vers nous, nous vous dirons voilà ce qu'il faut faire. Il y a des problèmes chez nous, dans l'espace Boulouba avec les Maïmaï, il y a des problèmes par-ci par-là. Mais combien de fois on a consulté les associations socioculturelles pour aller rencontrer ces gens? Et chercher à connaître les vraies raisons. Les vraies raisons, parce qu'il y a moyen de régler ces questions sans la violence. Il y a moyen de régler ces questions par des échanges. À l'époque, avec Parek, on y était arrivé, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé des notables du coin qui connaissaient comment affronter ou comment aborder les uns et les autres. Aujourd'hui, il est difficile, par les méthodes que l'on veut appliquer, que l'on puisse imposer par la force la paix. La paix, ce n'est pas... la paix, on ne la force pas. La paix, on la négocie. La paix, c'est une acceptation. Nous devons accepter de vivre ensemble et de vivre en paix. Sinon, c'est une paix éphémère et qui va à n'importe quel moment s'éclater et chuter sur des conflits tribaux que nous avons connus dans ce pays, dans cette province particulièrement, et nous en savons les conséquences. Association socioculturelle, puisqu'on y est, vous êtes vice-président du Boulouba Ibukata, et
c'est énorme. Parmi vous, il y a certains membres influents du Boulouba Ibukata qui sont en ce moment en prison ou en exil. Je citerai Joseph Kabila, ex-président de la République. Il y a le pasteur Daniel Ngoï Mulunda du PAREC. Ça fait autant de membres de votre association qui aujourd'hui ne sont plus libres. Est-ce qu'au niveau du Boulouba Ibukata, il y a des démarches qui sont en train d'être menées pour justement faire revenir ces fils de vos associations qui sont dans des problèmes? Effectivement, il n'y en a pas que les deux, il y en a beaucoup. Il y a d'autres dossiers Pour qui ne sont peut-être pas tout à fait. Il y a d'autres dossiers qui ne sont peut-être pas publics, mais que nous gérons. En fait, nous avons toujours fait des démarches. Nous avons déposé des mémos à tous les niveaux. Nous avons rencontré des personnalités, même le chef de l'État. Nous avons nous avons fait des démarches à tous les niveaux pour que l'on puisse créer des mécanismes ou des mesures de décrispation qui permettront effectivement que nous ayons la paix. Parce qu'on doit nous faciliter la tâche, nous, associations socioculturelles, qui travaillons pour la paix sociale, pour la cohésion nationale. Alors nous rencontrons tout le monde. Lorsque nous avons rencontré des gens, nous savons quelle est leur plainte. Vous étiez à Malemakoulou, par exemple. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Malemakoulou avec le meeting d'un membre de l'Union Sacrée. Vous avez suivi ce que veut la population. Qui est aussi votre fils du Boulouba Ibukata. Tout à fait. Que j'ai rencontré, que nous avons rencontré, avec qui nous avons échangé même sur toutes ces questions ici. Donc toutes ces questions, nous sommes en train d'alerter. Et ici, peut-être c'est l'occasion encore de dire aux autorités qu'il faudrait que nous puissions éviter la politique de la justice de double mesure, de deux mesures, deux poids, deux mesures. Il faudrait que nous arrivions à éviter que les gens croient que nous sommes victimes du fait que nous avons été de la tribu de celui qui est parti. Il ne faudrait pas que l'on voie ça de cet œil-là. Parce que de par la société, la rue, on a l'impression que vous subissez la loi du vainqueur. Comme s'il y avait un vainqueur et un vaincu. Et que nous étions de ceux qui étaient vaincus. Non, il faudrait que l'on arrête à penser que tous les Balouba sont dans le lot, par exemple, de ceux qui ont été vaincus. C'est une mauvaise perception qui ne permet pas effectivement la cohésion nationale. Vous savez, dans la communication politique, je voudrais insister sur ça. Il faudrait que l'on arrête de nous regarder, parce qu'à l'époque, je voyais ça, souvent on disait la province du Kasaï a été abandonnée parce que c'était la province d'Étienne Tshisekedi, parce que c'était la province de l'opposition. Et que les autres aujourd'hui, on les considérerait comme l'opposition. C'était vrai, c'était pas vrai ça. Je ne sais pas quelle perception on y a pris, mais moi quand j'ai vu par exemple Mouzé venir et tout ce qu'il a commencé comme démarche par rapport à Sengamine, par rapport à toutes les démarches dans le Kasaï, tous les projets qu'il avait, je n'ai pas vu un homme qui s'imaginait Joseph Kabila, on l'a pas même sous Joseph Kabila, on l'a pas trop vu au Kasaï, pas trop d'action palpable au Kasaï. Quand vous prenez le projet Katende, c'est avec Joseph Kabila. C'était un grand projet et je pense qu'à plus de 70%, il était déjà financé. Quand vous prenez la route, le pont Luangue et la route vers Chikapa, c'était sous Joseph Kabila, c'était pour désengorger, alors qu'on n'avait pas encore fait cette route ici à Lubumbashi, dans le Katanga. Donc, je voudrais peut-être vous parler, parce que vous parlez de Joseph Kabila. Vous êtes de l'espace Boulouba. Dites-moi, qu'est-ce que nous avons eu, nous, dans le Holomami, à l'époque de Joseph Kabila, pour dire qu'il a donné seulement à ses frères. Nous parlons plutôt du Grand Katanga, où beaucoup de choses ont été réalisées. Non, mais même alors, c'est sa province, même alors, quand vous devez parler du Grand Katanga, non, parce qu'aujourd'hui, on a des grandes régions, on a des provinces aussi. On a la province de Holomami et de Tanganyika qui n'ont pas beaucoup bénéficié, mais pourtant c'est sa province. Mais même si vous prenez le Grand Katanga bénéficiait plutôt de sa manne minière. C'est par rapport à ce qu'il y a comme production locale, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme construction de Kinshasa, même aujourd'hui dans ce régime? Qu'est-ce qu'on a fait dans le Haut-Katanga? Dites-moi. Quelle construction importante que l'on a faite dans le Haut-Katanga? Le Lualaba, vous savez très bien ce que ça fait. Ça n'a rien à voir avec Kinshasa, c'est la province qui est en train de réaliser. Dites-moi un seul projet que Kinshasa a implanté dans le Lualaba. Il n'y a pas un seul. Vous avez parlé de l'autonomie, de la gestion. Voilà, donc, à ce niveau, moi je ne voudrais pas juger les gens par rapport à leurs origines.
C'est comme ça que moi je dis, c'est très dangereux de penser que le président Tshisekedi appartiendrait aux Kassaïens. C'est très dangereux que de penser que Joseph Kabila appartenait aux Katangais. C'est très dangereux de continuer à avoir cette perception. Quand vous êtes chef de l'État, vous l'êtes pour tous. Vous l'êtes pour tout le monde, vous êtes pour tous les Congolais, vous n'avez plus d'appartenance. Alors, les associations socioculturelles, on vous accuse, puisqu'on y est, de cajoler ou d'encourager le mal de certains de vos frères. Par exemple, un haut cadre de Doumbouya Bokata va dans la rébellion, vous avez toujours tendance à soutenir, même de manière tacite. Je ne cite pas les noms ici, mais vous êtes toujours là. Bon, c'est notre frère, même s'il devient malade mental, vous êtes toujours là à cajoler. C'est ça qu'on vous répond, justement. Vous savez, nous avons toujours été clairs dans ce que nous faisons. Notre position est apolitique. Nous sommes apolitiques. Quand il y a un enfant qui commet une faute, nous allons l'écouter. Même si ikiloubi, comme on dit chez nous, nancha ikiloubi, ikiana. Nous devons l'écouter et nous devons savoir pourquoi il a commis cette bêtise. Et nous pouvons le ramener, pas nécessairement en le rejetant. Il y a par exemple quelqu'un comme Gédéon Kyungu. Vous savez tout le travail que nous avons fait. Il fait partie du Boulouba Bokata, mais bon, c'est devenu un électron libre. Non, mais vous savez, les dégâts qu'il a commis, écoutez, on n'a jamais senti le Boulouba Bokata aller vers Gédéon Kyungu. Non, attendez. Quand Gédéon est rentré pour rencontrer, pour se rendre ici, c'était par les efforts des notables Louba. Il y a eu un travail qui a été fait. Donc, il est reparti. Il est reparti parce que le gouvernement n'a pas compris. Parce que le gouvernement n'a pas su accompagner tous les... Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? Il y a des démarches pour aller le rencontrer, le convaincre Je sais que le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Le gouvernement provincial... Là, je parle des associations socioculturelles. Pour le moment, non. Pour le moment, non, parce que nous ne sommes pas accompagnés. Vous savez très bien que nous ne savons pas faire certaines démarches. On risque de nous accuser, comme vous venez de le dire, de soutenir les nôtres qui sont dans l'autre camp. Nous savons. Imaginez-vous seulement, moi, vice-président de Boulouba Bokata, je vais rencontrer les Balouba qui sont à Goma. À mon retour, on m'arrête. Et pourtant, ça devrait être notre mission. Nous devrions avoir un accompagnement dans ce sens-là. Et le gouvernement devait comprendre que voilà, nous les Balouba, vous les Balouba, allez parler un peu avec vos frères qui sont en brousse, les soi-disant maïmaï. Pourquoi ils sont en brousse? C'est quoi leur revendication? C'est quoi le problème? Il y a le lithium. C'est quoi leur problème? Il y a le lithium à côté. C'est quoi justement leur problème? Mais ils souffrent, c'est la souffrance. C'est la misère. C'est la misère. Est-ce pour autant qu'ils doivent prendre les armes ou les flèches? Mais oui, vous savez, lorsque quelqu'un est en train de souffrir, il réagit n'importe comment et à un moment, il n'a plus de tête. Donc, tout ce qu'on lui propose, il prend. Vous savez, allez seulement dans la rue ici, voyez les jeunes gens qui sont dans la rue. Ils sont en souffrance. Tout ce qu'on va lui proposer, il prend. Pour 10 $, ils savent tuer. Voyez-vous? Donc, en réalité, le gouvernement doit être responsable. Et un gouvernement responsable doit travailler pour améliorer et non pas seulement pour châtier. Nous devons découvrir c'est quoi le problème. Ce qu'on a fait par exemple à Bukama, c'est irresponsable. On devait d'abord comprendre c'est quoi le problème et on pouvait gérer cette situation sans verser le sang. C'est très possible. Avec les associations socioculturelles, nous pouvons accompagner le gouvernement à résoudre beaucoup de problèmes pacifiquement. Mais quand on vient déjà avec des préjugés en se disant ces gens n'aiment pas le régime, ces gens sont des opposants, c'est comme ça que l'on vient directement et on envoie des militaires qui sont déjà chargés de ces préjugés. Ils arrivent, ils se disent vous êtes des ennemis du chef. Voyez-vous? Donc ça déjà, c'est déjà un problème. On devrait extirper ce malentendu pour qu'on associe les associations socioculturelles, les associations de la société civile, afin de construire la paix. La paix se construit. Il ne faudrait pas gagner, celui qui a gagné, il dit « j'impose ma paix ». Quand vous l'imposez, elle est éphémère et de courte période. Mais est-ce qu'actuellement, il y a des rencontres, des relations entre associations socioculturelles, par exemple avec nos amis originaires du Kasaï? On voit dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, les associations des jeunes originaires du Kasaï. Y a-t-il une synergie, une collaboration entre ces associations? Alors la synergie existe, mais depuis un temps, il y a beaucoup d'associations un tout petit peu incontrôlées, comme ces mouvements que vous venez de citer. Nous avons des associations sœurs avec qui nous collaborons directement. Et lorsqu'il y a un problème, vous ne verrez jamais ces associations dans des déclarations incendiaires.
parce que nous avons une synergie dans laquelle nous nous retrouvons avec l'association, par exemple, Grand Kassai, en Salou. Alors, nous savons, nous avons des espaces où nous discutons. Mais il y a ces mouvements que vous venez de citer qui se créent à volonté et généralement fabriqués par des politiciens. C'est eux qui sont effectivement dans des propos incendiaires, ils jettent pratiquement l'huile sur le feu pour chercher, parce qu'eux ils gagnent en accusant les autres. Il y a des gens qui cherchent l'occasion pour dire voilà les ennemis du chef de l'État. Parce que nous on a dit ça, voilà ils ont attaqué tel. Mais en attendant, ça crée des frustrations. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une justice de 2 poids 2 mesures. Les uns parlent, on ne les arrête pas. Les autres commettent un lapsus lingué et il est directement à Makala. Et là, ça crée des frustrations et ça ne consolide pas la cohésion nationale. Voilà, Monsieur Jesse Numbi, bon, je crois que c'est la fin de cette tranche entretien, à moins que vous puissiez avoir un dernier mot. Quelles sont les chances que vous accordez pour le retour de la paix dans votre pays, la République démocratique du Congo? Peut-être un vœu avant que nous puissions jeter l'encre pour cette émission. Voilà, le vœu, c'est peut-être dire simplement que nous n'avons que ce Congo, notre Congo, nous voulons que la paix règne. Et je demanderai aux uns et aux autres de mettre l'eau dans le vin, que nous puissions nous parler. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, vous avez rencontré vos ennemis rwandais, vous avez rencontré vos frères à Doha, de AFC. Je ne vois pas pourquoi vous refuserez de rencontrer les autres. Joseph Kabila. Par exemple, Moïse Katumbi et tous les autres opposants qui eux n'ont pas versé le sang comme les autres que vous rencontrez déjà à Doha. Donc je pense que vous avez la chance aujourd'hui, parce que c'est vous qui avez les manettes, de signer une amnistie, de décider de convoquer un dialogue et de mettre tout le monde autour d'une table pour que nous puissions construire la paix et que nous puissions protéger notre pays. Sinon, nous risquons d'avoir un semblant de paix pendant un temps, mais ce pays va toujours continuer à nous échapper. Et au risque demain que nos ennemis qui souhaitent la balkanisation puissent nous arracher quelques terres. À tous les autres opposants, je voudrais dire, nous n'avons que ce pays. Venons ensemble, que nous puissions taire les armes, sauver ou protéger les vies humaines, parce que c'est sur les vies humaines que vous devez régner et non pas sur des cadavres. Donc venez ensemble que nous puissions construire ce pays. Je crois en un autre Congo. Un autre Congo est possible. Il faut juste un peu de volonté. Formidable. Mais merci sincèrement, Monsieur Jesse Numbi, d'être venu. Chers téléspectateurs, c'est par là que s'achève l'entretien de ce jour, qui recevait Monsieur Jesse Numbi, avec qui on a balayé l'essentiel de l'actualité au niveau national et provincial. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à l'équipe réalisationnelle qui nous a mis sur vos antennes. Excellente suite de nos programmes sur Héritage Télévision et à la prochaine.